Dites-moi dans le temps, les gens qui venaient sur la foire, c'est la même chose qu'ils mangeaient? Oh oui, ils mangeaient la même chose exactement, hein, mais ils mangeaient beaucoup plus que maintenant. Hein. Ah bon? Maintenant, premièrement, il y a déjà beaucoup de dames qui regardent dans leur ligne, ça c'est déjà un inconvénient. Et puis après, vous savez, il y a beaucoup plus de plaisir, à beaucoup moins de monde aussi. Hein. Avant, les gens n'avaient vraiment que la foire. Qu'est-ce que vous croyez qui est le plus bruxellois dans ce que vous faites? Ben, c'est les frites et les costillons, surtout leurs frites. À Bruxelles, nous vendons énormément les frites. Et les costillons aussi, naturellement, mais c'est plus la frite. La frite, la frite, la frite. Tourne en frite, hein, là-dedans. Ouh là là! Au fond, les métiers où on prépare à manger, ça fait rester les gens sur la foire. Ben oui, et puis quand vous promenez pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure, vous en avez faim quand même, hein? C'est en plein air, hein? Surtout avec les odeurs. Ah oui, mais ça, on compte par-dessus, hein? Les frites, c'est aussi des odeurs, mais c'est des bonnes odeurs, hein, quand même. On fait aussi des odeurs, les hamburgers. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oh. Vous savez, c'est venu un petit peu, c'est un genre américain plutôt, hein? Ils sont arrivés d'Amérique, hein? Toutes ces choses-là, hein, alors. C'est très bien, parce qu'on n'a pas toujours envie à manger que des crostillons, hein? Ouais. Avant, mes beaux-parents faisaient que les crostillons, nous. C'est moi qui ai commencé à faire les beignets aux pommes, les gaufres, les frites. Mais ils avaient plus cassé rien que les crostillons, ils ne savaient pas suivre. Les gens faisaient la file pour en avoir. Mais ça, plus le cas hein, maintenant. Oui, le dimanche, on a encore le Alsjeblieft. Florine Askrem, Wittenbrunn. Ja? Bon appétit. Merci. Et nous, on va laisser cette odeur. Nadine, qu'est-ce que tu fais? Une sole avec meunière, c'est tout. Et citron. Et moi, vous savez, hein? Toi, je sais, hein, chérie, une minute. Hein? Bien cuit mon poisson. Oui, oui, oui. Saignant ton poisson. Non, bien cuit. Ah ben, je vais te faire tout ça. La sauce cabillaud, vendu. C'est fini, il faut le faire, et monsieur, un vrai restaurant dans mon petit coup, hein? Où as-tu mis mon persil? Persil. Ah. Merci. Voilà, on s'occupe de Madame Marguerite, s'il vous plaît. Deux petits cognacs, s'il vous plaît, pour tuer tous les microbes de la foire. Aïe, 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 t'as de nouveau ton coiffeur, toi? Oh, je trouve que t'as changé. Le manger... On va se taire maintenant. Il y a une cinquantaine d'années, vous ne saviez pas passer ici. Non? Cette terrasse était jusqu'ici. C'est beaucoup plus d'argent que maintenant. Ils ne savaient pas dépenser beaucoup parce qu'ils n'avaient pas beaucoup. Mais seulement ils épargnaient le peu qu'ils pouvaient. Le peu que l'ouvrier avait de ce temps-là, il l'économisait parce que c'est une fois la foire et qu'alors il fallait qu'il s'amuse. Ouais. C'était pas des belles baraques comme ceci, c'était... Ah non, c'était 4 toiles. 4 bouts de bois avec des toiles. Et alors avec un petit feu ouvert, comme ça, qui allait au coq. Vous prépariez l'huile sur le coq? Ah ben oui, on chauffait l'huile là-dessus sur du coq. Hein. Alors ça dans une bassine noire comme ça. On m'a appris à faire ça pendant la guerre avec des morceaux de pain. Et dès qu'on a pu faire des crostillons, j'ai commencé à servir et ça a été comme si je l'avais fait toute ma vie. Et du fait que je suis déjà pas grande, hein, alors j'étais très petite. J'étais un tout petit bout pour mes 5 ans. Et du fait que j'allais tellement vite pour servir, c'est ça qui a fait que tout le monde venait voir cet enfant travailler, que ça faisait une réclame, quoi. Et maintenant, je vous en prie, goûtez-les, ils sont aussi beaux que les miens. L'ambassadeur de France, Maurice Herbette, qui était venu avec Max, l'Adolphe Max avec sa barbe blanche. Ils avaient encore le double 8, là, au bus. Ils venaient inaugurer les braderies, tout ça. Alors, on les a également. Ils ont mangé des crostillons. Quand de Meulebrook, ça a été vers les années 25-26. Qu'est-ce qu'on disait à propos de lui et des crostillons? Ah, c'est lui qui disait. Je lui ai demandé s'il voulait des crostillons, si je pouvais me permettre qu'il attendrait des chauds. Il m'a dit, les crostillons, c'est comme les femmes. Plus elles sont chaudes, mieux on les apprécie.
Il aimait les croustillons. Et il aimait les femmes. Il aimait les deux. Non, tantôt, là, à la main. La pâte, on la faisait à la main. J'en ai des forceps. Faudrait sortir ça, j'ai des forceps à long. Sortez ça. Ah ouais. Ouah, terrible. Ça, c'est de battre à la pâte à la main. Avec un bâton, de la soulever, parce que c'est une barre, vous l'avez vu, excessivement légère, hein, excessivement travaillée. Hein. Ouais, ouais. C'est de ça que c'est si bon, que c'est si léger, un croustillon. Les moins jeunes, ils viennent à une foire, pour eux venir à la foire se manger un beignet. Et puis se manger des escargots ou une sciole et se mettre à une terrasse de café. Ça, c'est leur kermesse. Alors, ils ont fait leur kermesse. Qu'est-ce que c'est au fond pour des escargots? Des escargots de mer? Vous savez d'où ils viennent? Oui, de Bretagne. De Bretagne et d'Ostende, un peu partout. Vous connaissez les caricoles depuis longtemps, monsieur? Ah non, c'est la première fois. C'est la première fois? Essayer. C'est bon, il ne faut pas essayer. Hein. Depuis que je suis toute essayer, petite. Faut pas essayer. Si vous voulez, je vous rappelle. Hein. Ça donne appétit pour boire un bon pot, c'est un pas. Faut boire ça avec une demi-gueuse, hein. Voilà. Ça remplit pas, c'est quelque chose qui... On ne sait pas l'expliquer. Je suis le meilleur de Bruxelles. C'est la coupe que j'ai gagnée il y a un mois. Qu'est-ce qu'il a donné? L'université de Bruxelles. Et c'est vrai, là, ils sont toujours bons? C'était quoi, un concours gastronomique? Oui, ben, ils font ça, il y a déjà 2 ans qu'ils font ça. Ils vont faire ça tous les ans maintenant. Ils vont goûter, il y a une douzaine de charrettes à Bruxelles. Alors ils sont revenus à 7h30 le soir. Ils ont dit, Monsieur Vanquali, vous avez gagné. Et j'avais gagné. Il y a bien longtemps, quand les orphéons de la foire ont cessé leur flonflon, les quinquets remplacé les lampions, des baraques se sont incrustées sur place, continuant à proposer aux Bruxellois d'alors d'assortir fritures, caricoles et scoles aux lambics, à la gueuse et au faro. Manger sur la rue, c'était prolonger la fête de la kermesse, sortir de l'ordinaire, fait alors de soupe, parfois enrichie de bière ou de pain, de lard et de légumes de saison bon marché comme les choux. On mangeait aussi les ramonaches, consommés avec des fromages schopkäse, pottekäse et lettekäse vieux et piquants. Aux fêtes dites carillonnées, on remplaçait parfois le pain par une pâte plus riche. Le boulanger d'alors jouait du cornet dans la rue pour annoncer la bonne nouvelle, la cuisson de la pâte était terminée. La pâtisserie d'alors, c'était vraiment pas de la tarte. Je pense que l'origine du pain à la grecque est au fond comme un petit peu semblable aux baguettes de pain français. Il y a quelques dizaines ou peut-être centaines d'années, au Fossé aux Loups existait un couvent de moines franciscains. Et ces moines franciscains faisaient leurs baguettes de pain. À l'occasion des fêtes, fort probablement, ces baguettes de pain ont été roulées dans du gros sucre et ce gros sucre, ces baguettes terminées, ont été distribuées à la population. Lors des invasions successives, lorsque les Français sont arrivés en Belgique, ils ont décidé de traduire tous les textes néerlandophones et à ce moment-là, ce pain brut van de grec est devenu pain à la grecque. Il est aussi possible que l'outil utilisé pour couper les bâtons de pain à la grecque, s'appelant une grecque, l'outil a pu intervenir lors de la traduction du nom. Au fond, qu'est-ce qui est compliqué dans le pain à la grecque pour arriver à se mouler?
Mais ce qui est compliqué, enfin ce qui n'est pas compliqué, mais ce qui est certainement du métier, c'est d'avoir des différentes granulations de sucre de manière à ce que, comme vous le voyez, il reste du sucre non fondu sur la partie supérieure du pain à la grecque, alors qu'une autre partie de ce sucre s'est mélangée au beurre et a fait du caramel. Le mot spéculose est au fond, en flamand, vous avez le mot spiegel qui représente la glace. Alors vous avez donc le personnage et le moule qui sont au fond comme quand quelqu'un se regarde dans une glace. Je pense que le spéculose date de l'époque des épices. Les épices ont remonté les voies fluviales et le spéculose ou des formes dérivées telles que pain d'épices et autres biscuits mis en forme et utilisant des épices dans leur fabrication date environ de cette époque-là. Rentre dans la composition du spéculose du sucre candi, c'est-à-dire du sucre de canne cuit, du beurre, des épices, les 4 épices, poivre doux, girofle, cannelle et gingembre. Couquebac, gaufres et crêpes offertes en rue ou dans les portes des églises les jours de fête, c'était là plaisir populaire. Depuis longtemps, les pâtissiers cultivaient les secrets des pâtes plus riches. Les bourgeoises de la belle époque ne se souciaient pas encore de leur ligne, elles pour qui un loisir quotidien était de manger biscottes à la nie, patience, four et autres chocolats dans les boudoirs de leurs amis. Les pâtisseries les plus courues étaient de véritables ruches où grouillait une faune nombreuse, mal payée, parfaitement hiérarchisée et dressée à battre meringues, pâtes et sauces au chocolat. Il existait, dit-on à Bruxelles, autant de sortes de fours que de familles capables de recevoir convenablement. Il faut croire qu'aujourd'hui elles sont devenues bien rares, et si d'anciennes maisons en préparent quelques dizaines de sortes différentes, ce serait, affirme-t-on, tant par amour de l'art que par souci d'offrir à leur clientèle un produit devenu trop cher mais encore apprécié. Eh bien, voici donc les Grenobles, fourrés avec une crème et des noix de Grenoble hachées. Alors vous avez un Berthaud, fourré ganache. Vous avez des bouchons de champagne, c'est biscuit spécial. Ensuite, vous avez des visirs, fourré ganache aussi, et sans liqueur. Alors, vous avez les délices de Grenoble, avec une crème pralinée. Alors, vous avez les macarons parisiens, fourré crème au beurre mocha. Vous avez marguerite, crème pralinée, toujours les Grenoble, les Humberto, fourré ganache à la liqueur. Des fiches au Grand Marnier, crème au beurre Grand Marnier, des bouchées cerises, avec des cerises hachées au kirsch. Maintenant, pour ainsi dire, on peut dire que le 95% des recettes que l'on fait actuellement dans les pâtisseries, ce sont des nouvelles recettes. Mais les anciennes recettes, les vieilles recettes, seules quelques maisons peuvent encore se permettre de le faire. Mais c'est tout. La main-d'œuvre est chère, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, n'est-ce pas? C'est surtout ça, beaucoup de patience. Parce qu'il faut pour avoir un article valable, un bon article, il faut qu'il soit le même le 1er janvier que le 31 décembre. C'est surtout cela. C'est surtout cela la difficulté. C'est toujours avoir le même article, la même qualité. Il ne change jamais. C'est ce que nos grands-pères faisaient. Ce sont les meilleurs? À mon point de vue, oui. À mon point de vue, ce sont les meilleurs. Ce sont les meilleurs. Au XVIIe siècle, les Espagnols ont rapporté de leurs expéditions chez les Aztèques autre chose que de l'or, le chocolat. Et les amandes à la praline du duc français de Choiseul de Plessis-Praslin allaient depuis faire la fortune des Bruxellois gourmands. Certes, il n'est pas qu'à Bruxelles qu'on enrobe de chocolat cerisette, alcool, pâte d'amande et autres crèmes, mais les Bruxellois en consomment des quantités phénoménales et les exportent dans le monde entier. Beaucoup de pralines sont pourtant difficiles à fabriquer en série. Truffes, cerisettes, Manon ne supportent pas la mécanisation, et la fabrication à la main, parfois pièce par pièce, coûte cher, trop cher.
Les fabricants qui veulent poursuivre leur conquête de marché sont divisés entre le désir de produire plus et à bon compte et le souci de proposer ces pièces gourmandes de grande tradition qui font vendre les pralines depuis des décennies. À côté du coût humain, il y aura donc de plus en plus de produits moins élaborés, moins chers à produire, plus simples à industrialiser. Le charcutier de la belle époque accommodait le porc à toutes les sauces, surtout à celles qui permettaient de faire passer les morceaux les moins nobles dont les bourgeois ne voulaient pas. Tripes, pieds, oreilles, jarrets, queues de porc étaient souvent débités tels quels, mais Kip-Cap Blue Pence, boudin, formaient le régal des Bruxellois qui jadis savaient discerner au goût la provenance et le nom du charcutier qui avait préparé cette spécialité. Et la cuisine familiale bien tenue conservait une garniture de salaison charcutière destinée à compenser les jours sans viande de la semaine. Aujourd'hui, les charcutiers qui fabriquent tout ce qu'ils vendent eux-mêmes sont devenus une curiosité. Nous, on fabrique de la charcuterie simple, donc uniquement de la viande, produit sans féculents ni colorants, donc qui donne un bon goût, produit comme dans le vieux temps, comme on l'a toujours fait, quoi. Ce qui s'est passé, on a vendu de plus en plus, on a dû utiliser des plus grandes machines, mais la base est toujours restée la même. Aujourd'hui, la plupart des Bruxellois se flattent de manger de la viande tous les jours. Au total et en moyenne, 65 kilos par an et par personne. Et pas n'importe quelle viande. On doit exporter, après les avoir reconditionnés, les morceaux les moins beaux des bêtes abattues, parce que la préférence est donnée aujourd'hui aux morceaux à cuisson rapide ou à préparation simple. Et la charcuterie est devenue un appoint, permettant de manger la viande rapidement et parfois bon marché. L'industrie s'est lancée vigoureusement dans ce marché et propose des produits où la permanence des goûts dans le temps pour la fabrication est une obligation majeure imposée par le marketing. Et comme les viandes sont toutes différentes, il faut uniformiser le goût en ajoutant généreusement épices et substances homogénéisantes. Il faut conditionner sur des chaînes de fabrication où dimensions, poids, aspect et couleurs sont strictement contrôlés. La saucisse dite viennoise, féculée, normalisée et à peau synthétique, aurait-elle vaincu le blood punch de la belle époque? Si on utilise des bons produits qui coûtent cher, à ce moment-là, donc, on est obligé de compter le prix. Parce que si vous voulez, si on utilise de la farine, des produits chimiques pour ajouter du poids, etc., pour pouvoir compter moins cher, automatiquement, la qualité diminue et la clientèle qu'on a le goûte tout de suite. Aujourd'hui, les charcutiers les plus conservateurs et les plus inventifs connaissent l'affluence en dépit de prix qui dépassent parfois ceux de l'honnête steak de supermarché. Quelques estaminets de jadis subsistent à Bruxelles. Quinquets, lards, poissons séchés, oignons et saucissons ont disparu du décor en même temps que les consommateurs, toujours le couteau en poche, prêts à refendre le blood punch arrosé de lambic, gueuse ou faro. Les Kiekefretters ont inventé, dit-on, les sochetés pour y trouver prétexte à des fêtes, et les fêtes pour faire bombance. À l'estaminet, le genièvre frais se mariait avec les harengs fumés et salés appelés parfois gendarmes, boustring ou lamekezout.
On y mangeait aussi moules, anguilles et crevettes, particulièrement économiques. Les carbonades, lapins et poulardes de Bruxelles, accommodés à la bière artisanale, connaissent dans des établissements d'aujourd'hui encore des prolongements parfois inattendus. Ce critique gastronomique britannique tâte aujourd'hui d'une lotte au poivre rose et à la bière. Finalement, c'est vrai que la bière change le goût. C'est cuit avec la bière. C'est délicieux. C'est du lambic, je pense, hein, comme on a goûté avant. Qu'est-ce que vous pensez de la lotte? J'aime beaucoup. Je trouve que la sauce change quand même avec la bière. Ça donne un goût un peu particulier. Parce que finalement, la lotte au poivre vert, on connaît très bien. Mais ça donne un certain goût différent. C'est assez léger. Je trouve que c'est excellent. Mais je crois qu'au fond, on peut très bien boire du vin en mangeant des plats à la bière, parce qu'en préparant les plats à la bière perd son contenu alcoolique, n'est-ce pas? Ça cuit. Et alors, au fond, ça ne fait plus une contradiction. C'est une question d'ajouter du goût plutôt qu'autre chose. Oui. De nombreuses adaptations contemporaines de la cuisine à la bière concernent les steaks. David Allen tâte d'un steak à l'échalote et à la bière bruxelloise de haute fermentation. But I find the onion does a hell of a good job. Je trouve que la sauce à l'échalote, là, quand même, encore, la bière se marie extrêmement bien avec cette sauce à la crème aux échalotes. Tu ne trouves pas? Oui. Ouais. Pour moi, des plats que j'ai à manger, ici c'est extra. Oui. Les oignons, la crème, la bière, la viande, c'est vraiment... C'est la viande que j'ai mangé le steak plusieurs fois en Bruxelles, mais c'est ça, c'est vraiment bon. Le premier coup, c'est vraiment délicieux, extra. Maintenant, je vais vous exécuter une recette tout à fait simple, facile, que tout le monde peut faire. C'est le rhum steak à l'échalote et à la bière. On emploie un bon morceau de viande de 200 grammes, 3-4 échalotes, une bouteille de bière de haute fermentation d'origine typiquement bruxelloise, sel, poivre, un peu de beurre et de la crème fraîche. C'est tout ce qu'il faut comme ingrédient. Je prends mes échalotes et je les émince très finement. Entre-temps, dans une sauteuse, pour gagner du temps, j'ai déjà fait revenir des échalotes dans du beurre. Ça dure 2-3 minutes, sans les faire trop roussir. Entre-temps, je fais chauffer une autre sauteuse dans laquelle je vais mettre une cuillère de beurre. J'assaisonne mon steak, sel, poivre, et lorsque mon beurre est noisette, je vais y mettre mon steak. Ici, la cuisson à votre goût. Quand mes échalotes sont déjà bien roussies, je prends ma bière et j'y verse déjà une certaine quantité. Voilà, mon steak est à cuisson. Je le garde au chaud, je le débarrasse au chaud. Je supprime l'excédent de matière grasse. Je reprends ma bouteille de bière et déglace avec un peu de et je vais terminer ma sauce en rajoutant environ 1 décilitre de crème fraîche. Avec un fouet,
J'homogénise ma sauce et la laisse réduire jusqu'à ce qu'elle nappe convenablement la viande. Et je vais napper mon steak et l'envoyer soit avec une garniture de pommes frites ou de pommes sautées ou pommes nature selon les goûts. Voilà, une recette tout à fait simple. Si l'eau vous vient à la bouche, nous pouvons vous envoyer le texte de cette recette sur demande, ainsi que celle de ces traditionnelles anguilles au verre. Pour faire des anguilles pour 6 personnes, il faut à peu près 2 kg d'anguilles. Vous voyez que quand on nettoie les anguilles, il faut bien les gratter parce qu'il reste toujours un peu de sang, hein, avec le revers de l'ongle. Alors, on a préparé à l'avance à peu près 50-70 grammes d'échalotes hachées. Alors, les herbes anguilles qui sont du persil, citronnelle, un peu d'oseille, épinards, un peu de sauge aussi. On passe tout ça au moulin, très fin. Alors, quand nos anguilles sont nettoyées, nous les lavons très bien. On met une sauteuse sur le feu avec un peu d'échalote, avec du beurre, on fait tomber à blanc. Quand elles sont tombées, on ajoute les anguilles et on les laisse suer. On déglace au vin blanc. Fumet de poisson. Et un peu de consommé. Consommé de volaille. Et on laisse cuire. Environ 10 quarts d'heure. 10 minutes. Il faut voir entre 10 minutes et un quart d'heure, ça dépend de la grandeur. Hein, à ce moment-là. Quand les anguilles sont cuites, on les égoutte. On les réserve au chaud. On lie à la fécule. Et au dernier moment, on met la verdure. Et à ce moment-là, avec la cuisson, on rectifie l'assaisonnement. Un bouillon et on débarrasse le tout. Comme ça reste bien vert. C'est fini. Dites-moi, vous en faites encore beaucoup de ces anguilles au verre? Ben, vous savez, on a fait au moins 12 kilos par semaine. Et des jours, on vend 6 kilos. Donc c'est resté un plat populaire à Bruxelles? Même populaire, et les Américains aiment ça aussi. Ah bon? Je dois dire qu'elles sont bonnes. Vous avez conservé une recette traditionnelle? Un peu de la tradition. Vous avez ajouté votre touche? Un petit peu comme ça. Là, on l'a simplifié peut-être. Simplifié? Simplifié. Aujourd'hui, ces consommateurs d'anguilles au verre, douillettement installés à une table devenue l'une des plus sélectes de Bruxelles, ne savent probablement pas les échos qu'elle a connus à l'époque où elle était estaminée populaire. Karl Marx y a tenu discours avant que César de Pape y fonde le Parti ouvrier belge, devenu aujourd'hui le Parti socialiste. L'histoire à Bruxelles ne peut décidément pas s'écrire sans ces estaminets,
où aux joueurs de tric-trac, de cartes et d'échecs se succédaient hommes d'affaires, syndicalistes, révolutionnaires, politiciens de tout poil et bourgeois. La table à Bruxelles est un hôtel où gros mangeurs et bons mangeurs égrènent les mêmes chapelets et où mangeailles et ripailles continueront longtemps encore de refléter révolution et tradition. Brochette de porc, côte d'agneau, coups de chocolat gris, brochette de mouton, brochette de bœuf, poisson. À moins j'ai des clients qui viennent 3-4 fois par semaine ici, express pour manger les spécialités grecques. Ça veut dire pas seulement les moussaka, mais il y a des plats préparés dans le village chez nous qui sont très spéciaux, qu'ils aiment beaucoup, plus les hors d'œuvre. Les hors d'œuvre qu'on fait ici, je peux vous montrer les hors d'œuvre. Voilà, ici, le yaourt qu'on fait avec du lait, des concombres, tous les bazars intérieurs, tu vois. Et si on fait les aubergines grillées... Au fond, vous êtes presque devenu bruxellois, alors? Je suis content de ça, parce que je préférais avoir la mentalité de votre pays, ici, Belgique, parce que je vis ici. Alors, mes intérêts ici à Bruxelles, à Belgique. Alors, je suis très content que j'ai ma mentalité grecque, ma mentalité belge. Je suis très content que j'ai adapté votre mentalité. Vous êtes ce qu'on appelle à Bruxelles un zinneke. Un zinneke, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça. C'était Mangeaille et ripaille bruxelloise. Image Stéphane Adam assisté de Michel Gourdin, son Jean-Claude Boulanger, générique Jean-Louis Lejeune et Jacques Campens, montage de Willy Butteldorn assisté de Pilar Morales, musique originale d'André Colson interprétée par Christian Debec, Marc Romignon, mixé par Danny Bernard, mixage TV Michel Sternon, Philippe Vandenborn, script Michel Menu, réalisation Jacques Jacobs. Une production du service Enquête et Reportage, Centre de Bruxelles.